jeune femme qui avait assisté comme ça à une conférence publique, et elle était couturière de métier. Et elle a trouvé ça tellement drôle, l'idée des particules et tout ça, qu'elle s'est mise à en fabriquer des particules élémentaires sous forme de peluche. Alors, je vais illustrer ma conférence à partir de ça. Et ça s'appelle le zoo des particules. Et elle dit maintenant qu'elle est gardienne de zoo. Alors, voilà. Donc, tout ça pour dire, on va essayer de parler un peu, d'abord, le CERN, parce que c'est là que le boson de Higgs a été découvert. Qu'est-ce que le CERN et qu'est-ce que la physique des particules, pour vous mettre un peu au courant. Ensuite, je vais parler du modèle théorique qu'on a pour décrire le monde de l'infiniment petit et le rôle du boson de Higgs là-dedans. Et ensuite, je vais aller un peu plus en détail sur comment on l'a produit, comment on l'a détecté et qu'est-ce qui reste peut-être à découvrir et tout ça. Et à quoi servent ces recherches. Donc, d'abord, le CERN, c'est le laboratoire européen de la physique des particules. C'est un laboratoire qui est situé près de Genève, c'est un laboratoire international. Il y a 63 pays différents qui y contribuent, 1200 chercheurs de 101 nationalités différentes. Par exemple, moi, je suis canadienne, mais je travaillais pour une université américaine. Donc, c'est pour ça qu'il y a 63 pays, mais 101 nationalités de représentées. C'était au départ un projet de l'UNESCO pour réunir l'Europe après la guerre. Donc, c'était bâti en 1954. C'était financé par les pays européens, mais de plus en plus, le CERN s'ouvre au monde. Et déjà, Israël s'est joint. Et il y a le Pakistan et la Turquie qui sont aussi en train de devenir pays membres. Il y a plusieurs autres pays qui participent à des projets, comme par exemple le Canada, les États-Unis, le Japon, l'Inde. Alors, 63 pays, comme j'ai dit. Et le but de tout ce monde-là, c'est un seul but, c'est de découvrir de quoi la matière est faite. Donc ça, c'est le but commun de tous les gens au CERN. Et de quoi la matière est faite? Si je vous montre n'importe quel objet, et je vous dis c'est quoi les plus petits grains de matière qui composent cet objet, ce n'est pas évident parce qu'on ne les voit pas. Mais si on était à Copenhague, et là, il y a le musée Legoland, c'est un musée où tout est fabriqué avec des briques Lego, des blocs Lego. Donc, par exemple, ici, on voit l'ancien port de Copenhague, et c'est tout bâti en blocs Lego. Et là, si je vous pose la question, quels sont les plus petits grains de matière qui existent? S'il n'y a personne qui regarde, je peux prendre un des exhibits, le fracasser, et là, on va voir sortir toutes les particules fondamentales, les plus petites briques de matière. Alors, ce serait très facile d'expliquer de quoi la matière est faite si les briques fondamentales étaient aussi grosses que des pièces Lego. Mais dans la vraie vie, toute la matière est faite, par exemple, un bloc de bois ici. Vous savez que toute la matière est faite d'atomes. Et à l'intérieur des atomes, il y a un noyau dur avec un nuage d'électrons qui tourne autour. Mais même le noyau dur, il est composé d'autres particules. Et ça, vous avez dû l'apprendre à l'école, que c'est fait de protons et de neutrons. Mais ce qu'on ne savait pas jusqu'à tout récemment, c'est qu'à l'intérieur des protons et des neutrons, dans les années 60, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres particules qu'on appelle des quarks. Alors, quelles sont les seules particules sur ce tableau qu'on ne peut pas briser en plus petit? Bien, il n'y en a pas beaucoup. Il y a seulement l'électron. L'électron est vraiment une particule fondamentale. Et les quarks. Ça, ce sont celles qu'on ne peut pas briser plus petit. Alors, si je reprends le modèle des blocs Lego, quand je défais une pièce, c'est les plus petites pièces qui vont sortir. Donc, les seules particules fondamentales ici, ce sont les électrons et les quarks. Et en mélangeant des électrons et des quarks, on peut bâtir toute la matière qu'on voit autour de nous. Tout ce qu'il y a ici dans la salle, sur Terre, dans l'univers, tout ça est fait de quarks et d'électrons. Par exemple, pour faire des protons et des neutrons, il suffit de prendre des quarks de type up, qui ont une charge de plus 2/3 de la charge d'un électron, et des quarks down, qui ont une charge de moins 1/3, donc le tiers de la charge de l'électron. Et il suffit de prendre 2 quarks up et un quark down, et si on additionne les charges ici, plus 2/3, 4/3, moins 1/3, ça me donne une particule chargée positivement, et c'est le proton. Ça, c'est le plus haut niveau mathématique qu'on va atteindre
dans la conférence, juste pour vous rassurer. Là, on va le bas. Pour faire un proton, pour faire un neutron, comment on se débrouille pour faire un neutron? Une petite vite, là? Oui, un neutron, une particule neutre, avec des quarks. Louis, tu dois être bon pour faire ça. Tout simplement en mettant un quark up et 2 quarks down. Alors, les 2 quarks down ont une charge de moins 1 tiers et ça va venir annuler la charge de plus 2 tiers de l'autre. Et là, on obtient une particule neutre, électriquement neutre. Donc, les protons et les neutrons, ce ne sont pas des particules fondamentales. On peut les briser en plus petits et ils sont faits, en fait, de quarks. Mais les protons et les neutrons, on peut les assembler en nombres différents et avec ça, on peut former tous les atomes. Tous les noyaux d'atomes, dans le tableau périodique qu'on a ici, tous les atomes, c'est seulement le nombre de protons dans l'atome qui fait qu'on a un élément chimique différent. Donc, vous voyez, en mettant des protons et des neutrons en différentes proportions, on rajoute des électrons, même nombre d'électrons qu'on a de protons, et on obtient tous les types, tous les éléments chimiques qui sont connus. Donc, tout est fait à partir de quark up et de quark down et d'électrons. Mais dans les années 60, plusieurs d'entre vous, comme moi, ont étudié dans ce temps-là, on avait un fouillis de particules. Il y avait toutes sortes de particules. D'abord, les protons, neutrons, mais on voyait aussi d'autres choses, soit dans les rayons cosmiques ou encore avec des accélérateurs comme celui qui est ici. Et là, on voyait des particules, on leur donnait toutes sortes de noms, tout l'alphabet grec y était passé. Il y avait des pions, des kaons, des oméga, lambda, xi, tout ça. Et ça a pris quand même beaucoup de temps avant de pouvoir y voir clair. Pourquoi ça avait l'air d'un fouillis, un peu comme avant Mendeleïev avec son tableau périodique. On ne savait pas d'où ça venait tout ça. Et là, il y a 2 théoriciens, Murray Gell-Mann et George Zweig, qui ont proposé les quarks en 1964. Et là, tout est devenu simple. Toutes les particules qui sont faites de quarks appartiennent à une famille, la famille des hadrons. Moi, je suis une gagnon, mais ça, c'est des hadrons. Non, c'est juste un nom de famille. Toutes les particules qui sont faites de quarks sont des hadrons. Par exemple, un pion, c'est fait avec un quark up et un anti-quark down. Et ça nous donne, on peut avoir une particule positive. On peut faire un pion négatif en prenant un anti-up et un down. On peut faire des kaons aussi en prenant un autre type de quark qui s'appelle le quark étrange. Et on peut obtenir des kaons positifs et des kaons négatifs. Donc, il y a finalement très peu de particules fondamentales. Et là, on s'est rendu compte que on connaît aujourd'hui à peu près 120 particules qui sont faites d'un quark et d'un antiquark. Et là, c'est une sous-famille des hadrons qu'on appelle les mésons. Ou encore des baryons avec 3 quarks ou 3 antiquarks, comme les protons et les neutrons. Donc, on a maintenant à peu près 200 particules qui sont répertoriées dans un petit livre que bien des physiciens et physiciennes des particules traînent dans leur poche. Alors, et toutes ces particules-là, finalement, elles sont formées à partir d'une poignée de quarks qui sont assemblés de façon différente. Donc, depuis quelques années, depuis les années 70, on a maintenant un modèle un peu similaire au tableau périodique qui vient nous dire que tout ça est assez simple. Ce modèle, qui s'appelle le modèle standard de la physique des particules, nous dit que toute la matière est faite de particules fondamentales. Et il y a 2 catégories. Il y a une catégorie qu'on appelle les leptons, et là-dedans, on a l'électron, dont on a parlé tout à l'heure, et la catégorie des quarks. Et dans les quarks, il y en a 6 quarks différents, up et down, que j'ai mentionné, le quark étrange. On lui a donné le nom étrange parce que les kaons avaient une durée de vie très longue, c'était étrange. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, il doit avoir un quark étrange. Et le prochain qui a été trouvé, c'est tant qu'à y être, lui, il doit être charmé. Alors, on a donné des noms un peu étranges. Et ceux-ci avaient été appelés truth, vérité et beauté. Mais finalement, on s'est calmé un peu, puis on est revenu sur le nom de top et bottom. Donc, il y a 6 quarks, et il y a aussi 6 leptons. L'électron, le muon, qui est semblable à l'électron, mais 200 fois plus lourd. Le tau, qui est à peu près 4000 fois plus lourd que l'électron.
Et chacun des leptons chargés, qui a une charge électrique, s'accompagne d'une particule neutre qu'on appelle un neutrino. Il y en a 3 types différents, neutrino électronique, muonique et tau. Justement, à l'automne ou au mois de novembre, il y a eu le prix Nobel a été donné à des physiciens qui avaient déterminé que parce qu'il y a 3 types de neutrinos comme ça, les neutrinos peuvent se changer d'un type à l'autre. Donc, ils peuvent se métamorphoser d'un type à l'autre. Et ça, c'est ce qui avait été trouvé dans les années 90 à peu près. Quelque chose comme ça. Donc, on a 6 leptons, 6 quarks. Ce qui est vraiment bizarre et qu'on ne comprend toujours pas, c'est que pour faire toute la matière qu'on voit autour de nous, tout ce dont on a besoin, c'est l'électron, le quark up et le quark down. Les autres sont des particules qu'on observe parfois dans les rayons cosmiques ou qu'on peut produire, nous, avec des accélérateurs de particules, mais on n'en a pas besoin. C'est des particules, on ne sait pas qu'est-ce qu'elles font là. C'est comme si je vous donne un beau jeu de construction avec des blocs Lego. Il y a des pièces qui ne servent jamais, qui ne sont jamais utilisées. Tu parles d'un jeu de construction. Et en plus, il y a des pièces qui sont grosses comme ça, puis il y a d'autres pièces qui sont grosses comme ça. C'est complètement disparate comme briques élémentaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend toujours pas. Donc notre modèle standard, il nous dit, c'est assez simple, il y a 12 grains de matière, et ces grains de matière tiennent ensemble en échangeant d'autres particules qui sont associées à certaines forces. Donc il y a des particules d'échange qu'on appelle des bosons. Des bosons, on y arrive. Hein? Des particules d'échange, des bosons qui sont associés aux forces fondamentales. Et par exemple, vous connaissez, par exemple, pour faire tenir les quarks ensemble à l'intérieur d'un proton ou d'un neutron, ce sont les gluons. Le nom vient de l'anglais glue pour colle, qui les fait coller ensemble. Et ça, c'est la particule qui est associée à la force forte, nucléaire forte, qui fait tenir les quarks ensemble à l'intérieur des protons et des neutrons, qui fait aussi tenir les protons et les neutrons à l'intérieur des noyaux. On a aussi le photon qui est connu, qui est associé à l'onde électromagnétique. Il y a les bosons W et Z, et ça, c'est associé à un autre type de force, qui est l'interaction faible, qui est responsable du fait, par exemple, que la radioactivité, mais le Soleil qui brûle son énergie, c'est par l'intermédiaire de cette force-là. Et jusqu'à tout récemment, on ne savait pas s'il y avait des ondes gravitationnelles, mais vendredi dernier, oui, ça a été trouvé. Et il y a probablement une particule qui est associée à ces ondes, mais ça, on ne sait encore toujours rien. Ce qui a été mesuré, là, c'est juste la partie classique des ondes gravitationnelles. On ne sait pas encore s'il y a un graviton, mais nous, au CERN, maintenant qu'on sait qu'il y a des ondes gravitationnelles, on va doubler d'efforts pour trouver peut-être les gravitons. Et il y a aussi le boson de Higgs qui est associé à un nouveau champ de force, dont je vais parler un peu plus en détail. Donc, comment ça fonctionne, ces particules d'échange? Donc, notre modèle il est tout simple. Hein. Il y a 2 principes fondamentaux. Toute matière est faite de grains de matière, de particules fondamentales, et ces particules-là interagissent entre elles en échangeant d'autres particules. Et comment ça se produit? Bien, c'est un peu comme si on avait... si je représente mes deux particules fondamentales par 2 patineurs qui évoluent sur la glace, et puis, ils se déplacent en ligne droite, mais il y en a un qui lance une grosse balle de neige à l'autre, et ça le fait dévier de sa trajectoire. Donc, on va dire, nous, qu'il y a eu une interaction entre ces particules. Donc, c'est comme ça qu'elles peuvent sentir les effets de la force électrique ou de la force nucléaire, la force forte, c'est en échangeant des particules. Alors, il y a le coup de recul qui les fait dévier. Donc, j'ai mentionné rapidement, on va arriver au champ de Higgs, j'ai mentionné qu'il y a un nouveau champ qui existe, qu'on appelle le champ de Brou, Englert et Higgs. Alors, en 1964, il y a plusieurs théoriciens, dont François Englert, qui est ici, Robert Brou et Peter Higgs, qui ont proposé un mécanisme pour expliquer comment les particules obtiennent leur masse. Parce que toutes ces particules-là, on n'avait aucune idée
comment elles acquéraient leur masse. Alors, les équations produisaient toujours des particules sans masse. Alors, ils ont proposé un mécanisme, mais en fait, ce qu'ils ont proposé, c'était complètement à côté de la plaque. Ils l'avaient proposé pour un champ de force qui n'est pas vraiment, qui n'est pas vraiment là. Donc, mais les idées sont restées et aujourd'hui, on les applique d'une autre façon. Mais au départ, ils ont dit, s'il y avait ce champ de force-là, un champ de force qui remplit tout l'espace, et ça pourrait conférer la masse aux autres particules. Et là, on va voir comment ça fonctionne. Et maintenant, on appelle ce champ le champ de Brou, Englert et Higgs. Ils ont dit que toute particule qui interagissait avec ce champ allait acquérir une masse. Alors, le boson de Higgs, en fait, François Englert et Robert Brou ont été les premiers qui ont proposé ce champ-là. Mais il y a eu le prix Nobel en 2013 qui a été donné à François Englert et à Peter Higgs. Donc, tous les trois, parce qu'ils ont publié des articles à peu près en même temps. Peter Higgs est arrivé 1 mois plus tard. Robert Brou était décédé, donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu être nommé pour le prix Nobel. Mais on appelle la particule le boson de Higgs, qui était nommé pour Peter Higgs, parce que lui, quand il avait soumis son article à un journal scientifique, on lui avait dit, mais c'est complètement plate ton affaire, tu ne fais aucune prédiction concrète, c'est pas intéressant. Alors, il a dit oui, il était un peu déçu. Alors, il a resoumis son article ailleurs, mais cette fois-là, il a bien pris soin de dire oui, mais n'oubliez pas que ce champ-là va venir avec une nouvelle particule. Ce champ va s'accompagner d'une particule. C'est le premier qui a dit qu'il y avait une nouvelle particule qui venait avec ce champ. Et c'est pour ça que la particule porte son nom, parce que c'est le premier qui en a parlé. Mais les premiers à avoir décrit le mécanisme, c'était François Englert et Robert Brou. Donc, ils ont proposé l'existence d'un nouveau champ. Mais les champs en physique, ce n'est pas aussi beau que ça, là. Un champ en physique, vous connaissez sûrement, par exemple, le champ magnétique. Un champ magnétique, c'est une déformation de l'espace. Par exemple, si j'ai un aimant, on ne voit pas normalement les lignes de champ magnétique autour de l'aimant. Mais si je viens saupoudrer de la limaille de fer, là, on va voir les lignes de champ autour, comme on les voit. Ou je pourrais mettre plusieurs petites boussoles et je verrai toutes les aiguilles s'enligner le long des lignes du champ magnétique. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on voit, mais c'est quelque chose dont on ressent les effets. Un champ, c'est quelque chose qui vient déformer l'espace autour de lui. Donc, un champ magnétique, un aimant va venir déformer l'espace autour de lui et toute matière qui est magnétisable va ressentir les effets. Il y a le champ gravitationnel aussi. Alors, comme Einstein l'avait montré sur la théorie de la relativité générale, c'est qu'un champ, le champ gravitationnel, il a décrit l'espace comme si c'était un tissu un peu élastique. Et quand il y a un corps céleste très, très massif quelque part, ça vient déformer l'espace-temps. Donc, on vient déformer un peu le tissu. Alors, il dit, ce n'est pas parce que les corps s'attirent l'un l'autre par des forces mystérieuses qui agissent entre eux, c'est que l'espace est déformé et les autres corps vont sentir les effets des déformations. Alors, par exemple, imaginez, vous allez me donner un coup de main. Imaginez que j'ai un drap. Je vous lance le drap. Tenez les deux coins du drap. Bon, OK. Il y en a un qui collabore. OK. Imaginez que j'ai un drap puis que je le tends et que je fais rouler une balle de ping-pong dessus. La balle va aller en ligne droite. Mais si je viens placer une balle de pétanque au milieu, je vais déformer mon drap. Et là, la balle de ping-pong n'ira plus en ligne droite, mais elle va simplement suivre la surface, les contours du drap. Alors, c'est la même chose qui se passe dans l'espace. Merci. C'est la même chose qui se passe dans l'espace. C'est que l'espace est déformé et la lumière ou les corps célestes sont influencés, vont juste simplement suivre la courbure de l'espace-temps. Mais l'autre chose pour les ondes gravitationnelles, c'est que lorsque je viens lâcher la balle de pétanque, je fais une vague. Et c'est ça, les ondes gravitationnelles. On vient déformer l'espace et ça fait une petite onde. Alors, ce qu'ils ont vu vendredi dernier, c'est qu'il y avait deux
deux trous noirs qui tournaient et qui se rapprochaient, qui s'attiraient l'un l'autre. Et là, finalement, au moment où ils ont fusionné, ça a fait une affaire super énergétique. Et là, ça a fait comme une grosse vague, comme à la surface de l'eau, qui s'est propagée pendant 1 milliard d'années avant d'arriver ici sur Terre. C'est propagé à la vitesse de la lumière pendant 1 milliard d'années. Et là, on a vu cette petite vague, l'expérience LIGO l'a détectée. Et ça a duré 20 millisecondes. Alors, ils ont été vraiment chanceux d'aller attraper ça. Et un autre type de champ, c'est le champ électrique. Encore une fois, entre deux charges électriques, il y a des lignes de champ électrique. D'autres charges vont suivre les courbures. Donc, un champ, c'est une déformation de l'espace. Alors, comment un champ peut donner la masse à quelque chose? Imaginez qu'on essaie de traverser une cour d'école bondée. Alors, si moi je passe dans la cour d'école, il n'y a personne qui va me parler. Mais s'il y a un enfant qui traverse la cour d'école, qui essaie de traverser la cour d'école, il ne peut pas traverser à toute vitesse parce qu'il faut qu'il s'arrête et dire bonjour à ses amis. OK? Alors, il doit arrêter partout pour dire bonjour. Alors, il n'avance pas aussi vite. Et c'est comme s'il était plus lourd. Essayer de courir avec un sac à dos, quand on est très lourd, on n'arrive pas vraiment à se déplacer rapidement. Donc, ce qui arrive avec le champ de Brou, Englert et Higgs, c'est que ça vient modifier l'espace comme si c'était un peu de la mélasse, et les particules n'arrivent plus à se déplacer en ligne droite. Les particules se prennent les pieds un peu dans la trame de l'univers, interagissent avec l'espace et sont donc ralenties. Et ce champ-là est apparu 10 à la moins 21 secondes après le Big Bang, plus ou moins. Là. Pas longtemps après le Big Bang. Donc, pour générer la masse, pour donner la masse aux particules fondamentales, ce n'est pas parce qu'elles sont faites d'autres particules, elles sont uniques. C'est des particules qu'on ne peut pas briser. Donc, le mécanisme de Brou, Englert et Higgs, c'était juste une description mathématique. Comment manipuler les équations. Et le champ de Brou, Englert et Higgs, alors, la description mathématique décrivait en fait l'existence d'un champ réel, une entité physique qui était vraiment là. Et cette entité physique correspond au mécanisme en question mathématique. Et le boson de Higgs, je n'ai pas encore dit un mot là-dessus, c'est la matérialisation de tout ça. Alors, je vais y revenir. Donc, le mécanisme de Brou, Englert et Higgs, comment on l'utilise aujourd'hui, ce n'est pas comme il l'avait pensé. On ne le met pas sur les équations qu'il avait initialement décrites, mais avec les équations du modèle standard qui est né à peu près 10 ans plus tard. Donc, la théorie qu'on a aujourd'hui pour le modèle standard, elle a des équations pour décrire les forces fondamentales. Et, par exemple, la force électrofaible vient avec 4 bosons. Mais dans les équations, ces 4 bosons-là sont sans masse. Et on sait qu'en réalité, ce n'est pas comme ça, les particules ont une masse. Et le mécanisme de Brou, Englert et Higgs vient briser cette symétrie en rebrassant les équations, comme si on ajoutait des bouts d'équations qu'on enlève par la suite. Mais ça fait comme si on ajoutait des particules fictives qu'on appelle des bosons de Goldstone. Et ça nous permet de rebrasser les équations. Et c'est vraiment un truc spécial qu'on fait quand j'ai fait mon doctorat. On faisait ça, ces équations-là. Tu remanipules les équations, tu pars avec des équations, les particules n'ont pas de masse, et à la fin, tu vois sortir les 4 particules, presque par magie. C'est vraiment... Et souvent, on nous donnait des problèmes à résoudre quand j'étais au doctorat, puis ma mère m'avait demandé, mais quand est-ce que tu sais que tu as fini? Puis c'était pas toujours évident qu'on savait si on avait fini ou pas de résoudre. Mais ça, c'était vraiment bon, parce qu'en une page, c'était pas beaucoup, on voyait sortir les 4 particules. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une particule sans masse qui sort, qui correspond au photon. Et il y a 3 autres particules avec une masse, le W+, et le W-, et la particule Z, qui sont associées là, justement à la radioactivité dont je parlais tout à l'heure. Donc, on voit sortir 3 particules ayant une masse et un photon qui n'a pas de masse. Alors, ça brise la symétrie entre... Au départ, on part avec 4 particules identiques, toutes sans masse. Et là, on finit avec 3 particules
massive et une particule sans masse. Donc, ça correspond beaucoup plus à la réalité. Alors, avant d'aller plus loin, je vais expliquer c'est quoi le concept de masse en physique. C'est la résistance au mouvement ou la résistance au changement de l'état de mouvement. Par exemple, si vous êtes sur un paquebot de croisière comme ça, c'est énorme, c'est massif, ça prend énormément d'énergie pour le mettre en marche et ça prend aussi énormément d'énergie pour l'arrêter. Donc, c'est la résistance au changement de mouvement. Un autre concept dont on va avoir besoin, c'est E égale mc carré, la fameuse équation que tout le monde connaît, qui dit en fait qu'il y a une équivalence entre l'énergie, représentée par la lettre E, l'énergie, et la masse ou la matière. Et qu'il y a un taux de conversion entre les deux qui est le carré de la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que l'énergie et la matière sont deux formes d'une même essence. Un peu comme moi, j'ai des dollars, comme avec de l'argent. J'ai des dollars canadiens dans une poche et j'ai des euros dans l'autre poche. Et je peux toujours, avec un taux d'échange qui varie légèrement, mais je peux échanger les deux. Mais c'est la même chose avec l'énergie et la matière, sauf que le taux d'échange est fixe. OK? Qui est le carré. Est très fort, oui. Donc, on peut voir la matière, la masse, comme étant de l'énergie figée. Et l'autre principe dont on va avoir besoin, c'est la conservation de l'énergie. Donc, si l'énergie est un peu comme un liquide, je peux l'avoir sous forme, pour une particule, l'énergie peut se manifester sous forme de mouvement, de l'énergie cinétique, ou sous forme de masse. Alors, si je pars avec une certaine quantité d'énergie, comme un liquide, je peux le mettre dans différents contenants, mais la quantité totale est toujours conservée. Donc, si on revient à notre exemple de tout à l'heure, comment ça se passe exactement avec le boson de Higgs? Comment le champ de Brous-Englert et Higgs donne la masse aux particules? Imaginez qu'on a un espace vide, OK? Où est-ce qu'il n'y a pas de champ de Brous-Englert et Higgs? Alors là, les particules peuvent se déplacer à la vitesse de la lumière. Il n'y a rien pour les ralentir. Elles peuvent aller du point A au point B à la vitesse de la lumière. Donc, je peux le refaire un peu plus lentement. Et la particule va se déplacer en ligne droite. Un peu comme par analogie, tout à l'heure, mon espace vide et ma balle de ping-pong roulaient tout droit. À ce moment-là, l'énergie de la particule, elle est entièrement sous forme de mouvement. C'est une particule qui n'a pas de masse et elle va se déplacer à la vitesse de la lumière. Mais si quelqu'un allume le champ de Brous-Englert et Higgs, 10 à la moins 21 secondes après le Big Bang, bien là, l'espace devient comme visqueux et les particules vont interagir avec l'espace autour d'eux et ne vont plus en ligne droite, donc ça les ralentit. Alors, l'effet qui arrive, c'est que l'énergie, maintenant, il y a moins d'énergie d'associer au mouvement parce qu'elle va moins vite. Mais cette énergie-là ne peut pas être perdue. Où est-ce qu'elle est passée? Bien, elle apparaît dans le contenant masse. Donc, une particule, quand elle se déplace dans un espace où il y a le champ de Brous-Englert et Higgs, elle ne peut plus se déplacer à la vitesse de la lumière, mais son énergie n'est pas perdue. Cette énergie se retrouve comme figée sous forme de masse. Alors ça, c'est vraiment la façon dont le champ de Higgs fonctionne. Et donc, c'est pas... Quand on donne l'idée d'un milieu visqueux, un milieu visqueux, on perd de l'énergie. Hein? Donc, par exemple, si je cours dans l'eau, je me fatigue, je perds de l'énergie parce qu'il y a le frottement, la friction, et ça me fait perdre de l'énergie. Mais dans un champ de Higgs, les particules ne perdent pas d'énergie. C'est juste que leur énergie est transformée sous une autre forme. Donc, l'énergie apparaît sous forme de masse. Et combien de masse une particule va-t-elle acquérir? Bien, ça dépend combien elle va interagir avec le champ de Higgs. Si je reprends l'analogie d'un enfant qui court dans la cour d'école, plus l'enfant connaît d'autres enfants dans la cour d'école, plus il va être ralenti. Plus une particule va interagir avec le champ de Higgs, plus elle va acquérir
de masse. Et ici, on a un graphe. Ici, ça nous montre la force, l'intensité le couplage, c'est l'intensité de l'interaction avec le champ de Higgs. Et ici, la masse des particules. C'est sur des échelles logarithmiques. Et j'ai mis différentes particules. Ici, on a la particule tau, comme celui qui est comme un électron, mais 4000 fois plus lourd. Le quark B, bottom. Et ici, W, Z et le quark top, qui est la plus lourde des particules, à 174 GeV. Et vous voyez, le tau, lui, il interagit très peu avec le champ de Higgs et sa masse est faible. Tandis que le quark top, lui, il interagit très fortement avec le champ et sa masse est très élevée. Donc, on est en train justement de mesurer ces couplages-là au CERN. Et ça, c'était fait par l'expérience CMS. Et on est en train de vérifier, on voit ici les erreurs expérimentales, les barres verticales nous donnent la quantité d'erreurs. Vous voyez, ça tombe presque sur les prédictions telles qu'elles ont été faites. Et une particule comme le photon, lui, il n'interagit pas avec le champ de Higgs et ça demeure une particule qui est sans masse. OK? Donc, juste pour terminer là-dessus, la masse de la matière. Le champ de Higgs, il va donner la masse aux particules fondamentales. Mais des particules comme les protons et les neutrons, qui sont faits d'autres particules, de quarks, un proton va acquérir sa masse non pas à cause de ses constituants. Si je prenais un sac, si mon proton c'est un sac, et que je mets mes 3 quarks dedans, et je pèse mon sac, les trois quarks pèsent 11 MeV. Là, je mesure les masses en énergie parce que c'est la même chose, masse et énergie. Mais la masse d'un proton, c'est 938 MeV. En fait, l'énergie du proton vient de l'énergie cinétique des quarks qui bougent à l'intérieur et de l'énergie de liaison fournie par les gluons. Donc, pour un proton, il y a seulement 1% de sa masse qui vient de la masse des constituants. Donc, la masse de la matière, faite de matière composée, là, ça vient de l'énergie de liaison et l'énergie cinétique des quarks à l'intérieur. Donc, il y a 3 aspects pour donner la masse aux particules fondamentales. Alors, on a vu qu'il y avait l'outil mathématique, le mécanisme de Brous, Englert et Higgs, qui fait que le boson Z et les W, eux, vont acquérir une masse, mais les photons demeurent sans masse. Ça nous permettait de rebrasser les équations. Et il y a une entité physique qui vient avec ce mécanisme-là, et c'était le champ de Brous, Englert et Higgs qui remplit tout l'espace et qui apparaît juste après le Big Bang. Bon, on va-tu en parler du boson de Higgs? Qu'est-ce que c'est le boson de Higgs? Bien, c'est une excitation à la surface de ce champ-là. Donc, c'est comme si je vous dis, regardez, j'ai un aquarium ici, il est plein d'eau. Dans la dernière rangée, vous avez beau vous forcer, vous ne voyez pas s'il y a de l'eau ou pas. Mais je dis, oui, regardez, je peux frapper sur la vitre et je vais faire des vaguelettes. Alors, si je fais des vagues, si vous voyez les vaguelettes, vous allez dire, ah oui, c'est vrai qu'il y a de l'eau dans le... Alors moi, les théoriciens nous disaient, l'espace est rempli d'un champ qui est apparu après le Big Bang. Oh, wow. Mais tant qu'on ne l'avait pas vu, on ne pouvait pas savoir si c'était vrai. Alors, ce qu'on a fait, nous, les physiciens de physique expérimentale, ce qu'on a fait, c'est aller taper sur le verre, puis aller faire des vaguelettes. Et ces vaguelettes-là, c'était le boson de Higgs. Donc, une vague, c'est une excitation de la surface de l'eau. Hein, par exemple, s'il y a un tsunami ou s'il y a du vent ou l'attraction avec la Lune, ça produit des vagues. Le champ de Brous et Englert et Higgs, c'est un peu comme la surface d'un océan. Et on peut venir exciter l'espace et on va produire des vagues sur le champ de Brous, Englert et Higgs. Et c'est ça le boson de Higgs. Alors, comment on fait pour aller exciter la trame de l'univers? On se lève de bonne heure. On construit un énorme accélérateur, le grand collisionneur de hadrons. Alors, ce qu'on fait, on vient concentrer énormément d'énergie en un tout petit point de l'espace pour essayer justement d'aller produire une vague sur notre champ. Une excitation du champ de Brous, Englert et Higgs. Alors, cet accélérateur-là, c'est le grand collisionneur de hadrons, ou LHC, l'acronyme en anglais,
qui fait 27 km de circonférence. On voit ici l'aéroport de Genève et le lac Léman. Et c'est un immense anneau qui est construit 100 mètres sous terre. Et il y a 4 expériences qui ont été construites dans des cavernes à 100 mètres sous terre. Ici, les gens du LAL et moi et plusieurs autres ont travaillé sur l'expérience Atlas. Il y a aussi l'expérience CMS qui est similaire. On avait 2 expériences pour se vérifier l'un l'autre, pour être sûr qu'on ne faisait pas d'erreur. Et Alice s'est plus spécialisée, elle étudie plutôt qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après le Big Bang. Et LHC, eux autres, LHCb, eux, cette équipe-là cherche plutôt à comprendre pourquoi notre univers, maintenant, on ne trouve que de la matière. Parce que j'ai parlé tout à l'heure qu'on avait des antiparticules, les quarks et les antiquarks. Mais nous, dans les expériences qu'on fait, on produit toujours autant de matière que d'antimatière. Et on ne sait pas comment ça se fait. On pense qu'après le Big Bang, il y a eu autant de matière que d'antimatière qui a été produite. Où est passée l'antimatière? Aucune idée. Donc, ils essaient de voir justement qu'est-ce qui se passe. On en produit, il y a une petite différence, on produit toujours un petit peu plus de matière que d'antimatière, mais la différence n'est pas assez grosse pour expliquer que l'antimatière a complètement disparu. Donc ça, c'est une des questions encore ouvertes. On en a beaucoup, des questions ouvertes. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec notre accélérateur? Alors, on a 2 outils. Donc, le premier outil qu'on a, c'est l'accélérateur. Et dans un accélérateur, qu'est-ce qu'on fait? On amène des protons. Donc, on amène des protons en collision, face à face, des collisions frontales. Et de la collision, il va y avoir énormément d'énergie qui va être libérée par la collision. Et de cette collision, de cette énergie-là va se matérialiser sous forme de toutes sortes de particules. Parfois, on va produire des bosons de Higgs, parfois, on va produire toutes sortes d'autres particules. Des particules qui sont instables et qui vont aussitôt se disparaître et se désintégrer en d'autres particules. Et on place des gros détecteurs autour des points de collision pour essayer de voir ce qui s'est passé. Alors, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, là, ça va me prendre l'ordinateur, juste pour vous montrer un petit peu comment tout ça se fait. Voilà. Donc, les protons sont accélérés dans les premiers anneaux de l'accélérateur, qui sont plus petits. On augmente leur vitesse progressivement. Ils passent dans un autre qui fait à peu près 7 km de diamètre. Et finalement, ils sont injectés à l'intérieur du grand collisionneur de hadrons. Et là, les protons vont voyager à pratiquement la vitesse de la lumière. Ils sont accélérés dans un grand tube à vide qu'on voit en bleu. Ils passent la frontière 6 ou 7 fois, la frontière franco-suisse. Et là, on a nos 3 quarks à l'intérieur du proton, un peu excités, et qui vont arriver ici au cœur d'un des détecteurs, le détecteur Atlas. Alors, tu as un proton qui arrive par la droite, un autre par la gauche. Ils vont venir se collisionner en plein cœur. L'énergie de la collision se matérialise sous forme de toutes sortes de particules qui vont elles-mêmes se désintégrer presque aussitôt. Ça fait comme des mini-feux d'artifice. Et nous, on met des détecteurs pour venir capter tous les fragments, comme si on allait attraper tous les morceaux du feu d'artifice pour rebâtir le bâton de dynamite initial. Et on obtient, à la fin, une image de la collision. Alors, comment ça fonctionne l'accélérateur? Il y a 27 km. Principalement, ce sont des aimants dipôles, donc avec 2 pôles, qui sont utilisés pour courber les faisceaux. Donc, les faisceaux de protons vont être maintenus sur une orbite circulaire. On fait dévier avec des aimants. Et ensuite, on utilise des aimants quadrupôles, donc à 4 pôles, pour venir focaliser, pour avoir un faisceau très, très fin, pour les concentrer en plein centre. Et ensuite, ils vont arriver au cœur des détecteurs. Les détecteurs sont placés au fond de cavernes, comme j'ai dit, à peu près 100 mètres de profondeur. Et ces détecteurs ont été assemblés au fond des cavernes, comme on bâtit un bateau dans une bouteille. Donc, les morceaux sont acheminés un après l'autre. Là, ça ne peut plus sortir. Et c'est énorme, ce truc-là.
La caverne d'Atlas, c'est la moitié du volume de la cathédrale Notre-Dame ici à Paris. Donc, c'est vraiment énorme. Et le poids du détecteur, c'est l'équivalent du poids de la Tour Eiffel à 7000 tonnes. Donc, on voit ici, il y avait des grands aimants c'était les plus grosses pièces qui ont été descendues au fond de la caverne. Donc, ils sont acheminés par des puits d'accès. On les voit ici, les aimants qui sont descendus, mis en place. Il y en avait 8. Alors, on voit les 2 premiers ici, numéro 3 et 4, le 5e. Et finalement, on va voir, ça va nous créer un champ magnétique dans la forme d'un beignet, donc toroïdal. Et on vient placer différentes couches du détecteur. Les détecteurs, ça fonctionne, c'est plusieurs couches, une après l'autre, et chaque couche est là pour venir chercher une partie de l'information. Alors, les premières couches, c'est ce qu'on appelle des trajectomètres. Alors, ça va venir chercher les premiers fragments, voir exactement d'où est-ce qu'ils proviennent. Donc, on va aller reconstruire le point d'origine, d'où viennent chacun des fragments. Alors, on voit ici, ça c'est un détecteur au silicium. Et ça, c'est celui sur lequel j'ai travaillé, qui avait 380 000 petits fils qu'on a tous vérifiés un après l'autre. C'est des tâches énormes. On est 3000 personnes qui travaillent sur les expériences, et ce n'est pas pour rien, parce que c'est vraiment des tâches gigantesques à faire. Ici, vous voyez, en tout sur le détecteur, il y a 4000 km de câbles. Et chaque câble a dû être mesuré, coupé, mis un connecteur au bout, aller le placer au bon endroit, s'assurer qu'on ne les avait pas mélangés. C'était une grosse tâche. Donc ça, c'est une partie qu'on appelle le calorimètre, qui vient mesurer l'énergie de chaque fragment. On a 2 types de calorimètres, ça c'est le 2e. Et c'est un miracle que tout ça fonctionne, qu'on arrive à faire fonctionner une bibite comme ça. Et vous voyez, ça c'est juste à la fin, avant qu'on ferme tout le détecteur, ça finit par faire 6 étages de haut. Alors vous voyez ici, par exemple, ici on voit, il y a une rampe, et on peut marcher ici. Donc vous voyez, ça fait 1 mètre de haut ici, là, le garde. Donc c'est énorme comme truc. Et au bout, il y a alors la forme principale, c'est un cylindre avec des bouchons. Alors, on a plusieurs cylindres imbriqués l'un dans l'autre, comme des poupées russes, une dans l'autre. Puis, il y a des bouchons au bout pour fermer tout ça. Et là, vous voyez, il y a quelqu'un qui essaye de faire un selfie avec devant la roue. Ce n'est pas évident. Alors, le détecteur, c'est ça. Il est fait en plusieurs couches. Et la forme d'une boîte de conserve avec 2 bouchons au bout, mais plusieurs imbriqués l'une dans l'autre. Et comment ça fonctionne? Si je prends une tranche, donc ma boîte de conserve, mon cylindre va vers vous. Si je fais juste regarder un segment, donc les collisions, les protons viennent se collisionner en plein ici. Et là, les fragments partent dans toutes les directions. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on a plusieurs couches. Les premières couches ici servent à retracer la trajectoire des fragments qui ont une charge électrique. Et les 2 autres gros détecteurs ici, c'est pour mesurer combien d'énergie les particules avaient. Et finalement, il y a une dernière couche qu'on appelle le détecteur à muons pour détecter les muons, parce que les autres, ils ne vont pas réagir avec les autres. Et c'est assez simple de faire la différence pour identifier chaque fragment qui sort. Donc, le but, c'est d'essayer de comprendre, OK, on fait une collision de particules, il y a de l'énergie qui s'est matérialisée, qu'est-ce qui a été produit? Quelle particule a été formée? Alors, on prend tous les fragments, on essaie de mettre ça ensemble pour voir qu'est-ce qui a été... Ah, le fameux bouton qui éteint. Et ça fonctionne un peu comme si on voit des traces... imaginez qu'il y a de la neige fraîche. C'était avant le réchauffement climatique. Là, il y avait de la neige, là, puis une belle couche de neige fraîche. Puis là, on voit des traces d'animaux sur la neige. Quelqu'un qui a l'œil est capable de dire, ah ben ça, c'est un lapin. Ça, c'est un renard, puis ça, c'est un skieur. Hein, on peut faire la différence. Et en fait, c'est un peu la même chose. Chaque particule va interagir avec les différentes couches de détecteurs différemment, de telle sorte qu'on peut les identifier. Par exemple, ici, vous voyez, en jaune, c'est un électron. Comme un électron a une charge électrique, il va laisser un signal dans les trajectomètres ici, mais...
Un photon en pointillé n'a pas de charge électrique, donc on ne le voit pas ici, il n'y a pas de signal. Mais les deux vont déposer toute leur énergie dans le premier calorimètre. Donc, si on voit un dépôt d'énergie ici, avec une trace ou pas de trace, on peut dire c'est électron ou photon. Même chose pour un neutron, il ne laisse pas de trace électrique. Il peut traverser le premier calorimètre sans trop laisser d'énergie et il va déposer toute son énergie dans le deuxième calorimètre. Même chose pour un proton, sauf qu'on a une trace. Et un muon, c'est une particule qui interagit très, très peu. On la voit ici en jaune. Et c'est la seule particule qui va nous laisser un signal dans les dernières couches du détecteur. Donc, si on voit un signal dans les couches externes du détecteur, ça veut dire que c'est un muon. Toutes les autres vont avoir été arrêtées dans l'un ou l'autre des calorimètres. Et on peut même voir les particules qui sont invisibles, qui n'interagissent pas avec le détecteur, par conservation d'énergie. Donc, vous savez, je peux pas, si j'essaie de me pousser pour reculer, il faut que je pousse contre quelque chose. Hein? Je ne peux pas pousser contre le vide. Alors, c'est la même chose, s'il y a une particule, si on voit une particule partir dans une direction, il faut absolument qu'il y en ait une autre qui parte dans l'autre direction. Alors, on va voir partir des fragments dans toutes les directions. Si on voit qu'il n'y a que des choses dans une direction, ça veut dire qu'il y a une particule qui n'a pas laissé de signal dans le détecteur, mais qui est partie dans l'autre direction. Donc, l'énergie doit toujours être balancée. C'est pour ça que quand on regarde un feu d'artifice, on voit des choses partir dans toutes les directions, par conservation d'énergie. Donc, finalement, vous voyez, on est capable de faire la différence et reconstruire les traces et l'identité des particules. Alors ici, c'est une vue agrandie. On fait un zoom au cœur du détecteur. On voit ici les 3 premières couches du trajectomètre et les 4 autres du détecteur à silicium. Et finalement, celui-ci, un détecteur à fil. Et vous voyez, chaque trace, c'est un fragment qui est sorti. Et quand ils traversent une des couches, ils vont laisser un petit signal. Et à la fin, il suffit de relier les points entre eux pour retracer les particules. Et le gros champ électrique qu'on a vu tout à l'heure, il y a 2 aimants en fait dans Atlas, mais les champs électriques font en sorte que les particules qui ont une charge positive vont courber dans une direction et les charges négatives dans l'autre direction. Donc, à partir d'ici, on voit quelle particule avait une charge électrique. À partir de la courbure, on peut déterminer à quelle vitesse ils allaient et on peut déterminer leur charge électrique et tout ça. Donc, vous voyez, on peut facilement aussi voir leur point d'origine en plein centre. Ça, c'est une photo qui a été prise, un événement qui a eu lieu au tout début quand on avait très peu de protons qui se collisionnaient en même temps. Mais après, il y a tellement de protons qui passent en même temps que, en fait, ce n'est pas une collision. Il y a des milliards de protons qui arrivent sur des milliards de protons. Alors, en général, on a à peu près une quarantaine de collisions qui se produisent en même temps. Mais nos détecteurs sont tellement précis qu'on est capable de dire exactement le point d'origine de chaque trace. Alors, vous voyez, par exemple, on voit ici toutes les traces qui ont été mises en vert viennent du même point d'origine. Ici, on en a d'autres en bleu, c'est une autre collision. Et quand les collisions sont frontales, là, il y a beaucoup d'énergie, et là, on peut produire des particules plus lourdes et plus rares, et ça, ce sont les plus intéressantes. Alors, les collisions qui sont très énergétiques vont donner des particules qui vont être aussi très énergétiques. Et c'est des particules qui ne seront pas courbées dans le détecteur. C'est comme si je vais à très haute vitesse. On peut pas, à très haute vitesse, on ne peut pas courber facilement quand on est en voiture. Prendre une courbe à haute vitesse. Donc, les aimants ne sont pas assez forts pour faire courber les trajectoires. Donc, quand on voit quelque chose qui est complètement droit comme ça, on voit que c'est une particule qui est très énergétique. Donc, vous voyez les 2 traits en jaune. Ça, c'est en plein cœur, mais si on regarde, ils ont laissé des points à l'intérieur des détecteurs à muons. Donc là, on peut dire que c'était des muons qui sont sortis, mais très énergétiques. Et les muons, c'est des particules assez spéciales parce que vous allez voir pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Mais comment ça fonctionne? Bien, on a l'accélérateur qui produit des
des collisions. Alors là, on a du monde dans la salle de contrôle et chaque personne est là pour contrôler qu'une des sous-couches des détecteurs fonctionne correctement, que toutes les données sont acheminées au bon endroit. Alors ça, c'est dans la salle de contrôle d'Atlas. Et là, les signaux arrivent de 100 millions de... Il y a 100 millions de morceaux. C'est comme un gigantesque puzzle avec 100 millions de morceaux. Alors, l'information arrive des détecteurs, est acheminée vers des modules électroniques d'acquisition de données. Et c'est comme si on reçoit plein de petits morceaux d'informations, comme notre événement, comme un puzzle qui est défait en morceaux. On prend tout ce qu'on a. On n'a pas le temps. Les collisions se produisent à toutes les 25 milliardièmes de seconde. Donc, on n'a pas le temps d'aller refaire les puzzles à chaque fois. Donc, on prend tous les morceaux, on met ça dans un sac, oups, on envoie ça un peu partout dans le monde pour être reconstruit sur la grille de calcul. Donc, l'information est acheminée partout dans le monde. Il y a des milliers d'ordinateurs qui reconstruisent les événements. Et ils prennent tous les petits morceaux d'information et finalement nous donnent des belles images comme ça. Et cette image-là, vous voyez, toutes les traces en jaune, ce sont des collisions qui ont eu lieu en même temps qu'une collision super énergétique qui m'a donné, les 4 traits en rouge que vous voyez ici, qui m'ont donné 4 muons super énergétiques. Et 4 muons super énergétiques, c'était très intéressant parce que ça pouvait être la signature d'un boson de Higgs. Alors, ce qui reste à faire après, c'est l'analyse des résultats. Donc là, les gens se mettent ensemble, écrivent des programmes avec des critères de sélection pour aller chercher quels événements sont intéressants et tout ça. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de désintégration de particules. Alors, les faisceaux arrivent, il y a de l'énergie qui est en grande quantité, qui est produite dans un tout petit point de l'espace. On produit de nouvelles particules, mais qui sont très éphémères. Même une particule comme le boson de Higgs, elle peut se briser en d'autres particules. Ça ne veut pas dire que mon boson de Higgs est fait de d'autres particules. C'est une particule fondamentale. Mais c'est un peu comme avec de la monnaie. Je peux partir avec... là, j'ai des dollars canadiens. OK. Je peux partir avec une pièce de 2 $ et la défaire en 2 pièces de 1 $ et obtenir 4 pièces de 50 sous. Un boson de Higgs, c'est un peu la même chose. Le boson de Higgs pourrait être comme une pièce de 2 $ qui se brise en 2 bosons de Z et que chaque boson Z peut me donner 2 muons. Donc, au final, si on voit 4 muons, ça pourrait provenir d'un boson de Higgs. Donc, ce n'est pas que le boson de Higgs, la pièce de 2 $, elle ne contient pas les autres pièces, mais on peut changer la valeur, on peut échanger. Donc, l'énergie contenue dans la masse du boson de Higgs peut se rematérialiser sous forme d'autres particules. Mais on peut aussi obtenir 4 muons, ou 4 pièces de 50 sous, qui viendraient de 2 pièces de 1 $ qui n'ont rien à voir une avec l'autre. Vous me suivez? OK. Donc, si je trouve 4 muons, il n'y a aucune garantie. Est-ce que ça vient d'un boson de Higgs, youpi, ou est-ce que ça vient de 2 bosons Z? Puis des 2 bosons Z, on en crée souvent. Le problème, c'est qu'on en produit ici beaucoup plus souvent que des bosons de Higgs. Donc, tiens, je les avais, mes euros. Allez, hop. Donc, le signal, c'est le boson de Higgs. Et le bruit de fond, c'est tous les autres types d'événements qui vont avoir des signatures similaires, mais qu'on a vues en veux-tu, en v'là, qui sont plus intéressantes. Alors, le truc, c'est d'aller faire la différence entre 4 muons et 4 muons. Alors, quand je trouve quelque chose comme ça, un bel événement comme celui-ci, qu'on retrouve dans nos assiettes, qu'on retrouve sur les livres, qu'on retrouve partout, est-ce que ces 4 muons venaient d'un boson de Higgs ou est-ce qu'ils venaient simplement de 2 bosons Z? Et on utilise des techniques statistiques pour faire la différence. Alors, je vais vous donner ma recette. Moi, je viens du Québec, donc on fait du sirop d'érable au Québec. Alors, je vais vous donner ma recette de sirop de boson. Parce que pour faire du sirop d'érable, ici, vous organisez tout le temps des conférences de Higgs hunting, la chasse
au boson de Higgs. Mais ce n'est pas de la chasse, c'est de la cueillette. Pour trouver des bosons de Higgs, ce n'est pas comme si tu en vois un, tu y tires dessus, tu l'empailles et tu le mets au mur. C'est pas ça. C'est vraiment de la cueillette, c'est du goutte à goutte. Exactement comme pour faire du sirop d'érable. Alors, vous allez apprendre deux choses, comment trouver des bosons de Higgs et comment faire du sirop d'érable. Pour faire du sirop d'érable, il faut trouver les bons arbres. Donc, on va s'organiser pour trouver des érables à sucre. L'érable à sucre, a une sève très sucrée. Donc, notre signal, c'est le sucre et notre bruit de fond, c'est l'eau. Donc, on ne veut pas diluer notre signal trop. Alors, les bons arbres, pour faire du sirop d'érable, il faut aller trouver les bons arbres, mettre nos seaux sur des érables à sucre. Quand on cherche des bosons de Higgs, on va essayer d'aller chercher les bons événements, comme par exemple des événements qui contiennent 4 muons, parce que ça pourrait venir d'un boson de Higgs. Il faut éviter la dilution. Donc, on va essayer de ne pas aller mettre nos seaux sur des bouleaux ou des noyers. La sève est un peu sucrée, mais beaucoup moins que les érables à sucre. Donc, on perd son temps. Donc, on va essayer de réduire le bruit de fond autant que possible, mais des choses qui donnent comme 4 muons, comme 2 bosons Z, ça, on ne peut pas les réduire. Et finalement, pour faire 1 litre de sirop d'érable, il faut faire bouillir 27 litres de sève, d'érable à sucre. Donc, 27 litres pour obtenir 1 litre de sirop d'érable. Pour trouver un boson de Higgs, il faut produire 1 million de collisions pour en trouver un. Donc, vous voyez, c'est vraiment de la cueillette. On fait du goutte à goutte, puis on essaye de les trouver. Et comment qu'on a fait? C'est que les théoriciens et théoriciennes nous disent qu'ils peuvent prédire combien d'événements avec 2 bosons Z qu'on pourrait trouver. Et là, je vous montre un graphe ici qui nous montre combien d'événements on s'attend à trouver et quelle sera la masse combinée des 4 muons. C'est comme si je vous dis, là, le temps file, alors je vous donne 10 secondes chacun. Dites-moi quelle somme vous avez dans vos poches en monnaie. Calculez-moi ça vite, là. Combien? 4,50 €. Vous pouvez mentir, hein? Il n'y a personne qui va aller vérifier. Vous avez combien? Vous avez combien dans vos poches en monnaie? 3 €. OK. Donc, monsieur à 4,50 €, il tombe ici, 3 €. Alors, vous voyez, si on prenait la monnaie, si tout le monde allait au fond de sa poche, puis regarde quelle quantité qu'on a, ça va nous donner des valeurs aléatoires. Alors, si nos 4 muons viennent de 2 bosons Z, c'est un peu comme si je regarde puis que je prends l'argent au fond de ma poche. Mais si ma monnaie, mes 4 muons, viennent d'une seule pièce de 2 $ pour laquelle j'ai fait de la monnaie, bien, la somme totale va toujours tomber pile au même endroit. Par exemple, si le boson de Higgs avait une valeur de 150 GeV, il tomberait toujours au même endroit. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a accumulé plein d'événements et on calculait quelle était la masse combinée des 4 muons. Et vous voyez, au fil du temps, en noir, ce sont le nombre d'événements qu'on trouvait. En rouge, c'est la prédiction théorique pour qu'est-ce qu'on trouverait pour 2 bosons Z. Et vous voyez, au fil du temps, on voit apparaître un excédent ici. Vous voyez, ça ne coïncide plus avec ce qui était prévu pour juste 2 bosons Z. On voit beaucoup plus d'événements ici et ça correspondait à peu près exactement à ce qui était prévu pour un boson Z ayant un boson de Higgs ayant une masse de 125 GeV. OK? Donc, c'est comme ça qu'on a pu voir la différence entre 4 muons et 4 muons. Donc, c'est en accumulant des données comme ça. On le voit encore ici. Donc là, on est rendu au mois de mai 2012. Et là, en juillet 2012, quand on a annoncé, on en avait très, très peu. Mais tout le monde était très excité. On avait très hâte de trouver ça parce qu'il y avait des milliards qui avaient été investis dans le LHC. Il fallait prouver qu'on allait faire quelque chose avec ça avant que le monde commence à nous traiter de non. Donc, voilà. Alors, c'est exactement ça qu'on a trouvé. Et c'est là qu'on a pu dire que oui, on avait trouvé le boson de Higgs. Et c'était vraiment un moment extraordinaire. C'était vraiment très agréable. Est-ce que ça veut dire que pour les jeunes ici qui étudient, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire, qu'on a tout fait? Non, loin de là.
Ce qu'on connaît maintenant, c'est vraiment que la pointe de l'iceberg. La partie, il reste encore énormément à faire. En fait, c'est à peine si on a commencé à voir où est-ce qu'on en est. Quand on regarde dans l'univers, on voit par exemple des galaxies spirales. Il est évalué qu'il y a beaucoup plus de matière dans les galaxies spirales que ce qui est visible à l'œil nu. Donc, la façon dont on s'en est rendu compte, c'est que c'est une galaxie spirale qui tourne comme ça. C'est comme des enfants qui sont sur un tourniquet comme ça. S'ils ne se tiennent pas, ils vont être éjectés. OK? Alors, quelle est la force qui retient les étoiles à l'intérieur d'une galaxie spirale? Bien, c'est la force gravitationnelle engendrée par la masse de toutes les étoiles qui sont dedans. Et on s'est rendu compte que, à regarder la lumière qui nous parvient de cette galaxie spirale, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus à l'intérieur des galaxies spirales que ce qu'on voit à partir de la lumière. Donc, il y a beaucoup plus de matière, un type de matière invisible qu'on a appelé la matière sombre, il y en a 5 fois plus que de la matière ordinaire qui est là partout dans l'univers. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a 5 de matière dans l'univers, 27 de matière sombre et 68 d'énergie sombre qui est reliée à l'expansion de l'univers. Donc, en fait, on connaît à peine 4,9 de l'univers. Donc, notre boson de Higgs, il lui reste encore bien des particules à manger. Donc, je vais arrêter là. Et puis, si vous voulez en savoir un peu plus sur tout ça, sur la matière sombre, sur qu'est-ce qu'on pourrait trouver bientôt au CERN et comment on va s'y prendre pour aller plus loin, j'ai écrit un livre, justement, un peu dans le style de la conférence ici, pour expliquer où est-ce qu'on en est maintenant en physique des particules. Et puis, je vous remercie de votre attention. Eh bien, il y a du temps pour poser des questions à Pauline. Qui veut poser des questions? Il n'y a pas de questions bêtes, hein, c'est les réponses en général qui sont bêtes. J'y connais rien du tout, donc c'est vraiment d'un point de vue, j'allais dire philosophique ou artistique. J'ai bien compris que l'énergie pouvait correspondre à de la matière, mais cette énergie initiale, elle est... Ah, monsieur, vous me posez... L'énergie initiale, c'est justement le Big Bang. D'où vient l'énergie initiale? On voit qu'il y a eu cette énorme explosion, qu'il y avait une quantité phénoménale d'énergie là-dedans, et que cette énergie-là, peu à peu, quand l'univers a pris de l'expansion, a fini par se refroidir, et là, il y a des particules qui sont apparues, qui ont fini par former des atomes et éventuellement des galaxies, des étoiles, des galaxies, tout ça. Mais d'où ça vient, il n'y a personne qui a une idée. L'antimatière, oui. Est-ce qu'on peut imaginer que, bêtement, que le néant n'existe pas et qu'il se divise en une quantité exactement égale de matière et d'antimatière, et que peut-être oui, un état... Il y a Guth, tu le connais, un cosmologiste, Guth, Alan Guth, qui a travaillé beaucoup sur la théorie de l'expansion, tout ça, de l'univers. Lui, il m'avait dit, oui, il y a eu une espèce de fluctuation quantique et il y a une quantité d'énergie positive qui est sortie, puis une quantité d'énergie négative, et un peu comme deux vagues, là, une vague et un creux, et il y a eu une espèce de séparation, et ça ici, c'est une énergie négative, et ici de l'énergie positive, pas de l'antimatière et de la matière, mais de l'énergie. Et c'est de là que vient notre univers. J'en ai parlé à un autre cosmologiste qui me dit, mais voyons, c'est de la foutaise, ça. Alors, mais non, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Moi, j'avais trouvé ça le fun, cette explication-là. Mais l'autre cosmologue au CERN m'a dit, mais... Donc, personne ne le sait. Mais peut-être qu'avec la découverte des ondes gravitationnelles, on va justement être capable d'obtenir de l'information sur ce qui s'est passé au moment du Big Bang, parce que ces ondes-là sont encore là. Et si on raffine
les outils de mesure, on va être capable d'aller chercher de l'information sur les ondes gravitationnelles qui ont été générées au moment du Big Bang, puis apprendre un peu comment ça s'est produit, et peut-être qu'on aura plus de réponses là-dessus. D'autres questions? Ah, j'arrive. Merci. Question naïve également. On sait maintenant que matière et énergie, c'est totalement lié. Pourtant, on les différencie quand même. On parle d'un côté de la matière, de l'autre côté de l'énergie. Et y a-t-il vraiment une frontière? Est-ce qu'à un moment, l'énergie dit « je vais devenir matière » ou est-ce que c'est complètement lié Ça dépend à quel niveau on est. Un niveau macroscopique ou un niveau microscopique, les choses se comportent pas exactement de la même façon. Mais on peut voir matière et énergie comme deux formes, comme l'eau et la glace, par exemple. La glace, c'est de l'eau figée qui a moins d'énergie, tout ça. Mais l'autre, c'est la même chose. Alors, on peut les regarder comme ça, oui. Et qu'est-ce qui jouerait justement le rôle, par exemple ici, c'est la température qui fait varier l'eau liquide de l'eau en glace. Quel serait le facteur qui fait basculer? Il y a un facteur ou peut-être pas du tout, hein. Oh. Qu'est-ce qui fait basculer entre matière et énergie, voilà, Louis? ouais. Tiens, c'est pour toi, ça. Ouf! Il n'y a pas de réponse à ça. On vulgarise peut-être un peu trop, là. Je pense que quand la matière est en un tout petit point, c'est ça qu'on fait avec les accélérateurs, c'est qu'on arrive à concentrer énormément d'énergie en un tout petit point de l'espace, et là, ça permet de se matérialiser. Alors, je pense que c'est une question de concentration, peut-être. D'accord, Ouais. merci. Valérie? Oui, comment est-ce qu'on a mesuré le temps où quelqu'un a allumé le champ, là? Juste après l'explosion? Parce que vous dites c'est 2 10 puissance, je sais pas quoi, enfin c'est juste après. Je ne sais pas. Comment... Ça, je ne peux pas vous répondre. Je peux vous dire comment on a mesuré pourquoi il y a 5 de matière et de 27 Mais à quel moment, peut-être que tu peux répondre, Gino, un théoricien ici, comment on fait pour mesurer à quel moment le champ de Brou-Englert et Higgs est apparu après le bon, il y en arrache, là. Allez, Gino, à toi de dire. Je parle pas bien français. Hein, Mais tu peux faire en anglais nous pour n'avons l'expliquer. pas mesuré à quel instant. Et ça, c'est une prédiction de la théorie que si la température, bon, la température est... So can I say it in English? So when the temperature is low, okay, the field goes to the lower value, and this Okay. is what we know. And we know that we infer that the temperature, okay, became low enough at that early second. So But when it's too hot, the fabric of the universe cannot even exist. I mean, when the temperature is so high, it means that there are so many waves that basically you cannot define the ground state. Alors, juste après le Big Bang, c'était tellement énergétique, c'était trop énergétique, trop de vibrations, trop de variations, que le champ de Higgs ne pouvait pas tenir. Donc, il a fallu que ça se refroidisse un peu. Donc, il faut attendre 10 à la moins 21 secondes pour que ça se refroidisse suffisamment pour que ça puisse prendre forme. Un peu comme avec l'eau et la glace, à un moment donné, il y a une transition de phase, là. On passe de glace à liquide. Ouais. Donc, c'est un peu la même chose. Ah, merci. Intéressant. Question. Très bonne question. C'est bien, j'apprends aussi en même temps. C'est super. Vous avez de bonnes questions. Oui, visiblement, on ne connaît que 25% de la matière. Est-ce que ce n'est pas un problème d'avoir des théories qui sont basées sur uniquement 25% de connaissances? C'est un problème énorme. Si vous saviez comment on fatigue à cause de ça. Alors, on connaît 5% du contenu de l'univers. La matière, tout ce que j'ai décrit là, avec les quarks et les leptons, ce type de matière-là, qui contient des quarks et des leptons, on sait que ça fait des atomes et que ces atomes-là, quand ils sont chauffés, comme si on chauffe un morceau de métal, il se met à briller, hein, il est chauffé à blanc.
ça émet de la lumière. Donc, on sait que sur les étoiles, les galaxies, par la lumière qu'ils nous envoient, on sait qu'ils sont faits des mêmes atomes qu'on voit sur Terre, à cause de la lumière qu'ils émettent. Donc, notre modèle standard, il n'explique justement que 5 du contenu de l'univers. Et c'est pour ça qu'on sait qu'il faut aller plus loin. C'est pour ça qu'on n'a pas arrêté les recherches lorsqu'on avait trouvé la dernière particule prédite par le modèle standard, qui était le boson de Higgs. Mais on veut aller plus loin parce qu'on tous les théoriciens et théoriciennes le savent que les équations, c'est incomplet. Il n'y a rien pour expliquer, il n'y a pas de particules dans le modèle standard pour expliquer quelles sont les particules qui forment cette matière sombre. Un type de matière qui donne des effets gravitationnels, mais qui n'émet pas de matière. Alors, c'est d'où son nom. Alors, on sait qu'il y a plus que ça. Il y a plusieurs théories qui sont testées. Juste à Noël, pour vous donner une idée, le 15 décembre 2015, à la fin de l'année au CERN, il y a toujours un séminaire où est-ce qu'on fait un peu le bilan de l'année, qu'est-ce qui a été trouvé cette année. Et là, il y a les deux expériences, Atlas et CMS, présentaient leurs résultats. Et les deux ont observé, encore une fois, un peu comme sur mon diagramme, je pense que ça va être long, là. Le diagramme là-dessus, ici, on voit apparaître, je vais aller sur celui-ci, on voit apparaître un excédent. Alors, il y a le bruit de fond qu'on voit ici, puis on voit un tout petit excédent. Mais ici, on en voit tout le temps des variations statistiques comme ça. Donc, quelque part, à 750 GeV, on voit un petit quelque chose. Ce qui est étonnant, c'est que pas seulement une expérience, mais deux expériences voient exactement cette petite variation. Alors, avant d'avoir trouvé le boson de Higgs, on avait vu des signes précurseurs comme ça aussi de petites variations. Mais comme je vous ai montré dans cette accumulation ici, vous voyez au début, les variations statistiques sont énormes. Hein? Il y a beaucoup, les marges d'erreur sont énormes. Est-ce qu'on peut dire ici qu'il y a un excès? Il faut vraiment attendre de voir. Et plus on accumule de données, donc ça nous prend du temps, ça, pour le faire, là, on voit vraiment clairement qu'il y a quelque chose. Alors, tout le monde était très, très énervé parce qu'on a vu ça. Hein? Et ce n'est pas prédit par le modèle standard. Et entre le 15 décembre et le 1er février, j'ai compté 200 articles publiés par des théoriciens et théoriciennes qui prédisent à peu près 75 théories différentes. 200 articles avec autant de théories différentes pour dire ça serait quoi la prochaine. Ils ont viré fou. Complètement fou à produire des articles. En as-tu écrit un, toi, Gino, là-dessus? Non? Le temps n'a pas fait. Mais il y en a qui en ont écrit un, deux, trois, mais tout le monde. Et là, il faut vraiment garder les yeux sur ce qui va arriver cet été parce qu'il est possible qu'on trouve quelque chose d'extraordinaire. Il est possible aussi que ce soit juste une variation statistique. Mais le boson de Higgs, on l'avait vu apparaître. On avait vu les premiers signes, déjà des petites variations, en juillet 2011. Mais c'est seulement en juillet 2012 qu'on avait suffisamment de données pour pouvoir annoncer la découverte. Donc, là, on ne peut rien dire encore, mais cet été, l'accélérateur va recommencer à donner des collisions à partir du 18 avril, à peu près. Et là, on aura plus de données. Mais on le sait qu'on est sur le bord de trouver quelque chose. À chaque fois qu'on est allé plus haut en énergie avec un accélérateur, on a trouvé de nouvelles choses. Donc, tout le monde s'attend à ce qu'on brise, qu'on casse la banque, qu'on trouve des choses extraordinaires. Donc, ça vaut vraiment la peine de suivre ce qui se passe. Moi, j'écris des blogs justement pour rester alors, si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un email. Mon email, il est facile, c'est mon nom, pauline.gagnon@cern.ch pour la communauté helvétique. Donc, vous pouvez m'envoyer un email et je vous mettrai sur la liste de distribution. Comme ça, vous pouvez suivre ce qui se passe. Puis j'essaie d'expliquer en termes assez simples pour le monde. Voilà. Donc oui, on s'attend à trouver des belles choses. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, par exemple? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dominique? Oui, bonjour. Peut-être une question encore naïve, mais au début, juste après le Big Bang, là, les échelles de temps de tout ce qui se passe, c'est toujours du 10 moins beaucoup. C'est allé vite. Et la question, c'est est-ce que le fait que... Est-ce qu'il y a un rapport finalement entre la taille de l'univers à l'époque qui était petit par
par rapport maintenant et cette échelle de temps, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut comparer l'échelle de temps à la taille de l'univers, donc c'est l'espace-temps finalement qui rentre en compte, ou est-ce que ça s'est passé d'une façon infiniment rapide? Il y a eu tout de suite après le Big Bang, il y a eu une phase qu'on appelle l'inflation. Et là, il y a eu une période où est-ce que l'univers, les dimensions de l'univers ont grandi plus vite que la vitesse de la lumière. Mais il n'y avait pas d'information qui était transmise. Alors, la loi qui dit rien ne va plus vite que la vitesse de la lumière, c'est pas d'information, rien de physique. Mais l'univers, la trame de l'univers, elle, a pris cette expansion plus rapide que... Ça allait plus vite que la vitesse de la lumière. Et là, dans cette phase d'inflation, là, c'est allé très, très vite. Mais c'était court, l'inflation. Il faudrait que je le sorte, là, je l'ai quelque part. C'était court, c'était pas long, non. Je peux le sortir, je pense que j'ai la... Est-ce que j'ai... Non, je ne l'ai pas ici. Bon, mais c'était court. Voilà. Je pense que c'est moins de 10 moins 30 secondes. Mais... Oui, c'est vraiment... 40, je ne sais plus. 10 moins 40, ouais, 10 moins 30 secondes. Court. On va s'entendre là-dessus. Court. Ouais. Court, très court. Très, très court. Ouais, mais une expansion extrêmement rapide. Et là, les dimensions de l'univers ont explosé. Et après, l'énergie s'est répandue dans tout ça. Et là, ça s'est mis à se refroidir. Et ça a pris 380 000 ans avant que les premiers atomes se forment. Et après, il y a de la lumière qui nous parvient encore de cette période-là. Alors, je peux vous montrer la plus vieille photo qu'on a de l'univers, d'un bébé univers. Je l'ai ici, ça? Oh! Non, c'est pas là non plus. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est dans une autre présentation. Par l'expérience Planck. Alors, c'est une espèce de grand disque là, qu'on voit des petites taches de couleur. Là. Faudrait que je vous sorte. Attendez, je vais oublier ça. Tiens, la voici la photo. Alors ça, c'est quand notre univers était un bébé univers. C'était à 380 000 ans après le Big Bang. La lumière émise à ce moment-là est encore en train de se propager dans l'univers. C'est le moment où l'univers est devenu transparent, parce qu'avant, quand les atomes sont neutres, quand il y a des atomes neutres, là, les ondes électromagnétiques peuvent plus facilement se propager. Mais alors, on voit déjà que tout jeune, l'univers, il y avait déjà des variations. Ce n'était pas la même température partout. Donc, les différentes couleurs montrent que c'était pas uniforme déjà. Il y avait déjà des grumeaux qui avaient commencé à se former. Et ces grumeaux-là sont devenus plus tard des galaxies et tout ça. Donc, ça, c'est... si l'univers était une personne de 100 ans, à 380 000 ans, ça correspond à une journée dans la vie d'un homme de 100 ans, par exemple. Donc, il était tout jeune, l'univers, à ce moment-là. Alors, moi, je vais rester encore ici un bout de temps. Alors, si vous avez des questions, je pourrais vous répondre. Mais je pense qu'on peut peut-être arrêter ici. Et si vous êtes intéressé, je peux vous mettre un petit mot aussi pour le livre. Ça me fera plaisir. Merci, Pauline. Merci à vous.